James Webb vient de nous livrer le bulletin météo d'une planète située à plus de 800 années-lumière. Une prouesse observationnelle qui fait entrer l'étude des exoplanètes dans une nouvelle ère. Grâce au télescope spatial, une équipe d'astronomes nous livre une vision saisissante des conditions qui y règnent. Des violents contrastes entre le matin et le soir, des pluies de saphir et de rubis, des vents ultra-violents et des températures extrêmes qui brisent les molécules d'eau. L'exoplanète WASP 121b diffère de tout ce qu'on connaît dans le système solaire. Et pourtant, son visage se révèle peu à peu avec une intimité surprenante. Des méthodes d'observation nouvelles couplées aux capacités incroyables de James Webb ont permis de discerner les conditions de son atmosphère avec une précision inédite. Des techniques qui devraient se répandre pour faire de certaines exoplanètes des mondes de mieux en mieux connus, et ainsi nous offrir par procuration l'excitation d'explorer la galaxie. Aujourd'hui, on vous décrypte cette actualité et bien d'autres. Bienvenue dans DNDE, l'émission qui vous résume l'actualité spatiale tous les mardis à 18h. Le spatial, il y a 30 ans, était réservé à des entreprises énormes et à des programmes d'État. La révolution du New Space a changé ça. Aujourd'hui, quelques ingénieurs dans un bureau peuvent créer une entreprise capable de concevoir des fusées, des satellites ou des sous-systèmes spatiaux. On a rencontré quelques-unes de ces équipes. Ce sont des gens brillants, passionnés, et qui un jour ou l'autre doivent cependant sortir la tête des prototypes pour faire quelque chose de moins reluisant et pourtant nécessaire à toutes les entreprises, la facturation. Mais j'ai une bonne nouvelle pour eux et pour tous les entrepreneurs, la facturation, ça n'a pas besoin d'être très compliqué grâce à notre partenaire Odoo. Odoo, c'est une plateforme tout en un qui regroupe plus de 45 applications interconnectées pour gérer tous les aspects d'une activité. CRM, vente, inventaire, comptabilité, création de sites web et bien d'autres choses dont bien sûr la facturation. L'application facturation permet de créer et d'envoyer une facture en quelques secondes. Il suffit d'identifier son client, d'ajouter les produits ou services concernés, de renseigner les quantités et les modalités de paiement, puis d'envoyer la facture directement depuis l'interface. Tous les échanges, les notes et les activités restent centralisés au même endroit. Les clients peuvent régler via différents moyens de paiement et il est même possible de connecter son compte bancaire afin d'automatiser le suivi. On garde ainsi une vue claire sur les échanges et les règlements en cours. Et c'est particulièrement important aujourd'hui car la facturation électronique devient progressivement la norme. Elle est déjà obligatoire en Belgique depuis le 1er janvier 2026 et le deviendra également en France à partir de septembre 2026. Odoo est une plateforme agréée, compatible avec ces nouvelles exigences. Enfin, le plus intéressant, c'est que la première application Odoo est gratuite à vie, avec l'hébergement et le support inclus. Et si vous souhaitez accéder à l'ensemble des plus de 45 applications, l'abonnement débute à seulement 19,90 € par mois. Si vous avez un projet, une activité ou même l'envie de vous lancer un jour, vous trouverez le lien en description sous la vidéo. Et nous, on retourne aux actualités spatiales. Si comme moi vous vivez en France, vous avez probablement eu très chaud ces derniers jours. Mais là où je vous emmène, vous allez voir que ce mot canicule prend un tout autre sens. Sur WASP 121b, les températures oscillent entre 1700 et 2500 degrés. Sur le papier, cette exoplanète ressemble à une version démesurée de Jupiter. Elle affiche une masse légèrement supérieure à celle de la plus grande planète du système solaire, mais son diamètre est près de 75% plus important. Cela en fait une sorte de planète gonflée à la densité globale assez faible. Elle est située à plus de 800 années-lumière de nous et gravite autour de son étoile à une distance d'à peine 4 millions de kilomètres. À titre de comparaison, Mercure se trouve en moyenne 15 fois plus loin du Soleil. WASP 121b boucle une révolution complète en seulement 30 heures. Ces caractéristiques en font ce que les astronomes appellent un Jupiter chaud, une catégorie de géantes gazeuses soumises à un rayonnement extrême de la part de leur étoile. Cette proximité avec son étoile a également verrouillé la planète dans une rotation synchrone. Comme la Lune avec la Terre, WASP 121b présente toujours la même face à son étoile. Un hémisphère baigne ainsi en permanence dans une lumière écrasante, tandis que l'autre demeure plongé dans une nuit éternelle. Entre ces deux faces, aux conditions radicalement différentes, les vents atteignent des vitesses vertigineuses et donnent naissance à une météorologie parmi les plus extrêmes jamais observées. Découverte en 2016, WASP 121b est rapidement devenue l'une des exoplanètes les plus étudiées du ciel. Hubble, le VLT et plus récemment James Webb ont déjà permis d'y détecter de nombreuses molécules, de mettre en évidence des vents extrêmement puissants
ou encore d'observer l'échappement progressif de son atmosphère. Mais jusqu'à présent, ces observations ne fournissaient qu'une vision globale de la planète. Les astronomes soupçonnaient pourtant que ces différentes longitudes pouvaient présenter des conditions très variables, sans disposer d'un moyen de le vérifier. Une nouvelle étude, publiée il y a quelques jours, examine 2 transits observés par James Webb avec ses instruments NIRISS et NIRSPEC. Un transit se produit lorsqu'une planète passe devant son étoile depuis notre point de vue, bloquant une infime fraction de sa lumière. En analysant les longueurs d'onde absorbées par l'atmosphère au cours de ce passage, les astronomes peuvent en déduire sa composition et ses propriétés physiques. Mais cette fois, les chercheurs se sont intéressés à un effet théorisé depuis longtemps sans jamais avoir été observé, la rotation de la planète pendant le transit lui-même. Même si WASP 121b présente toujours la même face à son étoile, elle pivote suffisamment au cours des quelques heures que dure son passage pour que différentes régions de son atmosphère défilent progressivement. Au début du transit, James Webb sonde principalement les longitudes correspondant au matin de la planète, là où les vents émergent de la nuit. À la fin, il observe davantage la région du soir, là où il plonge dans l'obscurité après plusieurs heures d'irradiation. Pour la première fois, cette rotation a pu être détectée directement, ouvrant la voie à une véritable cartographie des différentes longitudes d'une exoplanète et révélant que ces 2 régions présentent des propriétés radicalement différentes. Les résultats obtenus dressent le portrait d'une atmosphère d'une complexité étonnante. Les modèles indiquent que le terminateur du matin, là où les gaz émergent de la nuit, est relativement plus froid. Les températures y avoisinent les 1700 degrés et permettent encore à la vapeur d'eau de subsister en abondance. A l'inverse, le terminateur du soir, chauffé pendant des heures par l'étoile avant de replonger dans l'obscurité, atteint près de 2500 degrés. Dans ces conditions extrêmes, une partie des molécules d'eau est dissociée, tandis que le monoxyde de carbone devient beaucoup plus visible. Les observations révèlent ainsi des différences spectaculaires entre ces 2 régions d'une même planète. Ces contrastes thermiques donnent naissance à une météorologie hors norme. Les modèles reproduisant les mesures de James Webb suggèrent que d'immenses courants atmosphériques redistribuent la chaleur à travers la planète, avec des vents atteignant des vitesses extraordinaires. Les températures plus clémentes du terminateur du matin favoriseraient également la condensation de minéraux vaporisés dans l'atmosphère. Des gouttelettes de corindon, le minéral dont sont issus les saphirs et les rubis, pourraient ainsi se former avant d'être transportées vers des régions plus chaudes, où elles se vaporisent à nouveau. Un cycle exotique, sans équivalent dans le système solaire, qui rappelle à quel point les exoplanètes peuvent être différentes de tout ce qu'on connaît. Au-delà de ce cas fascinant de WASP 121b, cette étude offre surtout un aperçu de ce qui nous attend dans les années à venir. Pour la première fois, les astronomes ne se contentent plus de mesurer la composition moyenne d'une atmosphère d'exoplanète, ils commencent à distinguer ces différentes régions et à reconstituer sa météo. À mesure que les observations de James Webb s'accumuleront et que de futurs observatoires encore plus puissants entreront en service, ces techniques pourront être appliquées à des mondes plus petits et plus tempérés, peut-être jusqu'à des planètes rocheuses similaires à la Terre. Nous pourrons alors reconstituer certains de leurs phénomènes climatiques ou même leurs saisons, une façon de les explorer à travers les immenses gouffres interstellaires. Jusqu'où la logique de privatisation du spatial peut-elle s'étendre ? Pendant des décennies, envoyer des objets dans l'espace était exclusivement réservé aux États. C'est eux qui payaient pour les grands programmes et permettaient de développer de nouvelles capacités, souvent issues de programmes d'armement. On a ensuite vu l'émergence d'un modèle mix où public et privé se sont partagés le travail et les risques. C'est même encore largement le système qui domine. SpaceX tire une partie importante de ses revenus de la Space Force et de la NASA. Et Ariane 6 a été développé grâce aux contributions des États membres du programme. On observe cependant, en tendance de fond, la privatisation de plus en plus de capacités. D'abord les fusées et les satellites, puis les vaisseaux cargo ou habités. Les stations spatiales devraient suivre dans quelques années, en même temps que les atterrisseurs lunaires. Personne ne sait si ces initiatives vont réellement déboucher sur une vraie économie spatiale, ou si dans le fond, cela reste essentiellement de grands programmes publics avec une couche de prestataires en plus. Quoi qu'il en soit, certains acteurs commencent déjà à se tourner vers la prochaine étape logique, Mars.
La planète rouge a fait l'objet d'un important effort d'exploration ces 30 dernières années. Orbiteurs, rovers et même drones s'y sont succédés dans une démarche purement scientifique, avec l'objectif de comprendre l'histoire de l'eau et peut-être de la vie ou de la chimie prébiotique sur notre voisine. On peut se demander ce que le secteur privé pourrait bien apporter à cet effort. On connaît les plans de SpaceX, mais ils ressemblent plus à un objectif symbolique qu'à un plan d'affaires. Construire des villes sur Mars ne rapportera jamais d'argent. Et maintenant que l'entreprise est cotée, elle doit bien rendre des comptes à ses investisseurs. Pourtant, Mars continue d'intéresser les startups du New Space. La semaine dernière, c'est Relativity Space qui nous a fait part de ses plans. Souvenez-vous, Relativity, c'est l'entreprise qui voulait imprimer la totalité de ses fusées en 3D. Ils ont depuis un peu revu la copie. La fabrication additive reste au cœur de leur procédé, mais elle se cantonne aux pièces où elle apporte une véritable plus-value. Il y a un an environ, Relativity a accueilli un nouveau patron, Eric Schmidt, l'ancien PDG de Google. L'entreprise se dirige vers le premier lancement de sa fusée réutilisable, la Terran Air, et semble lorgner vers les data centers orbitaux. La semaine dernière, on a appris qu'elle développe également une mission privée à destination de Mars. Il s'agit d'un orbiteur qui emportera des charges utiles fournies par la NASA et qui pourra servir de relais de communication. Suite à la fin assez brutale de la mission Maven, cela sera l'occasion d'assurer le relais avec les missions au sol et de collecter de nouvelles données sur l'atmosphère et la surface de la planète rouge. La sonde doit notamment embarquer une suite d'études de l'atmosphère et un radar pour sonder les couches de glace en profondeur. Relativity souhaite faire décoller cette mission en 2028 sur une de ses fusées Terran Air. Ce n'est pas la première fois qu'une entreprise privée propose une mission d'exploration interplanétaire. Rocket Lab a fait de même avec Vénus. Il s'agit essentiellement de missions à but philanthropique ou en étroite collaboration avec la NASA. On ne peut donc pas vraiment encore parler d'une privatisation des missions interplanétaires. Reste à voir si ces initiatives verront vraiment le jour. En faire l'annonce, c'est la partie la plus simple de ces projets. Relativity Space a pour le moment réalisé un vol d'essai de sa première fusée, la Terran One, qui s'est soldé par un échec. Il va donc falloir commencer par prouver que la Terran Air peut voler, puis qu'elle est fiable. Comme Blue Origin vient de nous le montrer, c'est un chemin qui peut être très périlleux. Certains acteurs s'en sortent cependant mieux que d'autres. Ariane 6 est par exemple au top de sa forme. Nouvelle mission la semaine dernière avec les nouveaux boosters P160C et nouveau succès. On ne se lasse pas de ces images de décollage ultra énergétiques. Ariane 6 est un véritable missile et s'échappe de son pas de tir à une vitesse impressionnante. Elle a pu mettre en orbite 36 satellites pour le compte de la constellation Amazon Leo, et cette dernière peut lui adresser tous ses remerciements. Les autres nouveaux lanceurs qui doivent propulser la constellation, la New Glenn et la Vulcan, souffrent en effet d'un début de vie beaucoup plus compliqué. Chez Blue Origin justement, on commence à gérer les conséquences de l'explosion au sol d'une fusée New Glenn qui s'est produite il y a un peu moins d'un mois. Les dégâts sont considérables et mettent toutes les activités orbitales de l'entreprise à l'arrêt. Pourtant, celle-ci n'en démord pas. Elle souhaite reprendre les vols d'ici la fin de l'année, ce qui va demander des réparations express du pas de tir. Et surtout, une compréhension totale de l'incident de mai pour que ce dernier ne puisse plus se reproduire. Côté réparation, les choses avancent bel et bien. L'ensemble de lancement 36, où décolle la fusée, a été débarrassé de tous les débris liés à l'explosion. La phase de reconstruction peut donc commencer. Vu l'intensité de l'explosion, celle-ci pourrait durer plus longtemps que ce qu'espère l'entreprise. On a ici un point de comparaison assez parlant, l'incident d'Amos 6 chez SpaceX. En 2016, l'entreprise avait connu une explosion assez similaire d'une Falcon 9 qui avait également endommagé son pas de tir. La Falcon 9 avait pu reprendre les vols après 135 jours d'immobilisation, mais depuis un autre pas de tir. L'ensemble de lancement 40, où l'incident avait pris place, avait alors nécessité 15 mois et demi de réparation avant la reprise des vols. D'ailleurs, un vétéran de cette explosion a récemment émis des doutes sur la capacité de Blue Origin à reprendre des vols d'ici la fin de l'année. Blue Origin n'est pas spécialement réputé pour sa rapidité d'exécution, et c'est même plutôt l'inverse. On ne verra donc peut-être pas de New Glenn en vol avant 1 an ou 2. D'ailleurs, on peut se demander comment un tel incident serait géré sur le nouveau pas de tir multilanceur que prépare le CNES en Guyane. L'ancien pas de tir de la fusée Diamant est en train d'être reconverti pour le New Space. Jusqu'à 5 acteurs pourront l'utiliser pour un total de 40 lancements par an. Seulement, si l'un d'entre eux explose le pad, c'est tout le monde qui devra s'arrêter.
Je pense que l'incident de la New Glenn est un bon rappel à tout le monde qu'il faut probablement mieux diversifier dès le début ses accès à des sites de lancement. Bref, ce pas de tir guyanais vient pour sa part accueillir un nouvel acteur. On sait dorénavant que c'est Sirius Space qui occupera la place laissée vacante par Maya. Maya va en effet récupérer le pas de tir qui était utilisé par Soyuz en Guyane. Et Sirius pourra donc faire voler sa famille de lanceurs aux côtés de PLD Space, d'ISAR, RFA et Latitude. D'ailleurs, puisqu'on évoque ISAR Aerospace, on attend toujours le deuxième vol de la Spectrum. On vous l'avait promis la semaine dernière, mais une anomalie détectée dans les systèmes du lanceur en a décidé autrement. Encore un peu de patience donc avant de revoir un décollage dans les paysages magnifiques du Grand Nord. Voilà qui nous amène au bout de cet épisode de Dernières Nouvelles des Étoiles. Je vous rappelle que vous pouvez découvrir l'application de facturation Dodo et tout leur écosystème dédié aux entrepreneurs en passant par le lien en description sous la vidéo. On les remercie d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'hésitez pas à partager vos questions et vos remarques dans les commentaires. Vous pouvez consulter la description pour retrouver nos sources. Quant à nous, on se donne rendez-vous jeudi pour un dossier de l'espace. Et d'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.